Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une analyse que j'ai envie de faire depuis un petit moment maintenant et que j'ai intitulée de manière un petit peu, en tout cas avec un titre un peu provocateur, pourquoi Tottenham risque de sombrer, drame en vue du côté de Tottenham. Alors c'est un titre qui mérite nuance et je crois qu'on reviendra dans la troisième partie sur tous les éléments qui permettent d'entretenir de véritables motifs d'espoir à propos de cette équipe. Mais mon parti pris et ma première intuition, ma première réaction, c'est quand même une certaine forme d'inquiétude, si on peut utiliser ce terme pour parler de football, une certaine inquiétude à propos de la saison à venir de Tottenham. Alors c'est une inquiétude qui a été nettement renforcée, je dirais, par la victoire contre Southampton ce week-end. C'est ce qu'on va aborder dans le cadre de cette première partie, et je crois que ça mérite un éclairage en particulier, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire du match. Enfin, les matchs, c'est quand même ce qui permet de fournir le plus de contenu analytique. On a des images et on a du véritable jeu à exploiter et à analyser, c'est plus que des conjectures. Donc ok, mais surtout je crois que ce match il est important à analyser, parce que si on en reste au résultat, si on voit juste le score sur son appli ou si on regarde seulement le résumé, on voit 5-2, victoire 5-2 à l'extérieur contre un Southampton que personnellement j'estime beaucoup. Dans mon classement de Premier League, je les ai mis même assez haut. Le deuxième exercice pour Ralph Hasenhüttl, projet collectif qui monte en puissance potentiellement, du matos devant, le deuxième meilleur buteur de Premier League, Dan Ings, qui a été encore assez en vue. Donc voilà, victoire contre Southampton à l'extérieur, 5-2, quadruplé de Son, quadruplé de passes décisives de Kane. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas motif à s'enthousiasmer et à s'enflammer un petit peu quand on regarde ces Spurs-là? Alors, la première partie de cette réponse, c'est que pour tous ceux qui ont vu le match dans son intégralité, et notamment cette première mi-temps, pour pas mal de supporters de Tottenham avec lesquels j'ai pu échanger sur Twitter, je crois que l'inquiétude, elle est véritablement fondée, parce que ce qu'on a vu avec ballon, l'animation offensive avec ballon, ça a été extrêmement pauvre. Mais alors du coup, la question évidente, notamment pour ceux qui n'auraient pas vu la rencontre, c'est comment est-ce qu'on réconcilie cette faiblesse apparente, en tout cas que je décris, cette incapacité à trouver des espaces offensivement, ce jeu de position extrêmement pauvre, comment est-ce qu'on le réconcilie avec le fait que Tottenham marque 5 buts in fine, remporte cette rencontre 5-2, il semble y avoir un petit paradoxe. Alors il y a plusieurs angles, plusieurs manières d'approcher cette question. Le premier pour moi c'est vraiment celui de l'ultra-efficacité, à la fois devant, donc Tottenham revient dans cette rencontre avec une occasion sortie de nulle part, sortie du super geste d'Ndombele au départ de la contre-attaque, de la passe de Kane en une touche en première intention, qui est un poil trop longue, mais encore une fois, troisième intervention individuelle de haute qualité sur cette action, c'est la finition de Son qui est incroyable vraiment. Je crois que c'est le but le plus difficile qu'il marque des 4, dans un angle extrêmement fermé, il trouve assez de puissance, cette pression, bref, c'est une action qui est illuminée vraiment par 3 individualités, qui traduit pas nécessairement une force collective hors norme, mais qui est illuminée par 3 individualités et qui est conclue par un très gros réalisme. Donc l'ultra-efficacité, mais qu'on peut lire aussi dans la propre surface de Tottenham, où Lloris fait un match déterminant, notamment dans le premier acte, et où si on doit dire que l'homme du match c'est Son qui met un quadruplé, ou Kane qui fait 4 passes décisives, ou peut-être Lloris, on doit dire que l'anti-homme du match, celui qui est extrêmement décisif mais à son insu, c'est sans doute Che Adams du côté de Southampton, qui rate un nombre d'occasions, 2 ou 3 occasions vraiment majeures. Et si tu arrives à la mi-temps à 3-0 ou à 3-1, ça change beaucoup de choses. Ce qui nous amène à notre second angle, second point d'explication, comment réconcilier le paradoxe, c'est que en foot, quand même, il y a quelque chose qui intervient assez souvent, c'est que l'événementiel, la contingence, le hasard, une action, va influencer la physionomie et la texture tactique de manière très forte. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé, avec sans doute un peu d'adaptation et du crédit à donner à l'approche de Mourinho en seconde période, qui a décidé de miser sur la force principale de Tottenham, à savoir la contre-attaque, bien illustrée par le premier but. Mais si on évoque ce second point, c'est sans doute pour parler de l'approche de Southampton, qui a laissé énormément d'espace derrière, qui encaisse 4 buts, les 4 buts de Son, c'est vraiment des copies conformes, un gars lancé dans la profondeur plein axe qui termine en face à face, et il aurait pu en marquer encore d'autres comme ça, des hors-jeux qui se jouent à rien du tout. Bref, la fébrilité défensive de Southampton, ça explique aussi en très grosse partie la texture de cette rencontre, qui tourne quand même sur, moi je trouve, un événement assez contingent, donc empli de hasard et de réussite à 200%, c'est le but de l'égalisation. D'ailleurs, quand Tottenham revient au vestiaire à un partout, c'est un peu un choc, c'est un
un peu une surprise pour tout le monde, parce que ce qu'ils ont montré en première période, c'était extrêmement limité. Donc voilà pour cette première partie, voilà pour le match. Je trouvais que c'était important de rebondir là-dessus, d'abord parce que c'est assez difficile de parler foot sans parler de match. Bon, certains réussissent à le faire visiblement, mais je crois que c'est un exercice assez périlleux. C'est quand même sur la rencontre qu'on va avoir le plus de matériel à exploiter et analyser, et même si mon inquiétude était préexistante, je dirais que le visionnage de cette rencontre l'a quand même assez nettement nourri. Donc voilà, première chose. Et puis la deuxième, c'est que je voulais un peu éloigner le spectre du scoreline pundit, comme disent les Britanniques, à savoir l'analyste de résultats, en tout cas l'analyse qui est extrêmement biaisée par le résultat, qui se fonde sur le résultat pour ensuite dire quelque chose. Donc il faut réussir à s'en départir, et je crois que cette rencontre c'est un des meilleurs cas d'école pour s'en départir, malgré le 2-5, malgré le double quadruplé. Pour moi c'est un match qui fonde plus d'inquiétude qu'elle n'en écarte. Donc voilà pour cette première partie et pour cette très très longue parenthèse. Et ma deuxième partie donc s'intéresse nécessairement au cas Gareth Bale, qui est au centre de l'attention aujourd'hui quand on parle de Tottenham. C'est pour parler de l'arrivée de Gareth Bale. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce transfert, mais je pense qu'elles reviennent toutes à poser la même interrogation, en tout cas à postuler la même interrogation majeure et principale. C'est de savoir si l'arrivée de Gareth Bale va permettre à Tottenham d'inverser sa trajectoire, d'inverser son destin en 2020-2021. Alors si aujourd'hui on devait faire un petit état des lieux, je pense que Tottenham en gros a pour objectif de finir dans le top 4, mais qui ne sont pas favoris pour le faire. Je pense que tu as Chelsea et Manchester United qui sont devant eux, et eux ils sont sans doute dans la cour avec Arsenal et les Wolves, peut-être parmi les leaders de ce petit trio, ou deuxième, mais en tout cas plutôt dans ce trio de challengers et de postulants que dans ceux de favoris pour l'accession au top 4. Est-ce que l'arrivée de Bale permet de changer cette dynamique ? Alors, très dur d'y répondre. Je crois que la plus grosse donnée avec l'arrivée de Bale, c'est que c'est une interrogation majeure. Déjà, il arrive blessé. Ensuite, est-ce qu'on va retrouver un Bale simplement motivé par le foot ? On peut penser que sa démotivation et ce Bale golfeur, etc., c'était surtout dû à une insatisfaction madrilène, et peut-être que ça changera en revenant dans son club d'enfance, son club de cœur Tottenham. On peut penser que c'est le cas. Je crois aussi qu'il y a un bon motif d'espoir à fonder sur le fait que s'il arrive blessé, s'il est plus tout jeune, etc., le fait d'avoir très peu joué sur les dernières saisons, c'est pas nécessairement un risque, ça peut même être un bénéfice additionnel. Quelque part, il a été un petit peu cryogénisé pendant 2 saisons, et il arrive avec un organisme qui est sans doute moins épuisé que d'autres joueurs de son âge. Potentiellement, si la force mentale est là, si la motivation est là, je pense que c'est pas improbable de retrouver un Bale au sommet de sa forme physique. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qui va se passer, moi je ne suis pas médecin et surtout pas du tout spécialiste de cette question, mais je pense que son corps préservé lui permettra de tirer au moins quelques bonnes saisons, potentiellement, si les autres éléments sont réunis. Donc voilà, quelques motifs d'espoir à fonder, mais peut-être que par rapport à cette question d'inversion de la trajectoire, d'inversion de la courbe, si on se demande ce qu'il apporte réellement, c'est sûr que c'est un leader technique, c'est sûr que tu as d'un coup un supplément de qualité qui arrive dans ton secteur offensif. Est-ce que c'est vraiment là que tu en avais besoin ? Là, tu es plus en capacité d'en douter. À mon avis, Tottenham a davantage besoin de se renforcer derrière avec le départ de Vertonghen notamment. Reste à éclaircir comment la cohabitation va se passer avec Harry Kane. Je pense que Kane, c'était sans aucun doute possible le leader technique numéro 1 de Tottenham. Là, il va y avoir un vrai duopole. Comment est-ce que tout ça va s'orchestrer ? Peut-être que ça risque de libérer Kane, si on voit la chose de manière positive. Ça risque de libérer de beaucoup de pression. Dans le documentaire, il parle de moments où il sent que l'équipe repose trop sur lui, et que même ses coéquipiers, quelque part, se déchargent de leurs responsabilités pour les faire reposer sur Harry Kane, qu'il est un petit peu trop... qui porte un petit peu trop du fardeau de Tottenham. Peut-être que là ça va rééquilibrer la donne, mais je ne suis pas certain que Gareth Bale soit le leader vocal, soit un leader vocal tout court, et soit le leader vocal plus spécifiquement dont Tottenham ait besoin, un leader vocal que n'est pas non plus Harry Kane. Alors si vous avez regardé le documentaire, personnellement je ne suis pas du tout séduit par Kane le capitaine ou Kane le leader de vestiaire. Je crois que ses discours sont assez
faible, assez peu enthousiasmant. Je crois qu'il manque véritablement un vrai leader dans cette équipe de Tottenham. Du coup, je pense pas nécessairement que ce soit une opportunité manquée ou un coup raté. Je pense qu'il y a véritablement de bonnes choses à espérer de ce transfert, mais c'est très très dur de faire peser la balance de ta saison dessus. Et si on doit répondre à la question de si ça inverse la trajectoire de Tottenham, je dirais peut-être que non. Donc voilà en gros les éléments qui fondent pour moi une perspective un petit peu pessimiste. Maintenant, je pense que c'est important, c'est fondamental même de les nuancer en soulignant tous les motifs d'espoir qu'il existe du côté de Tottenham. Et j'en vois trois principalement. Le premier, c'est que tu peux mal jouer, tu peux avoir un jeu de position un peu faiblard, mais si tu as une qualité individuelle hors norme, comme c'est le cas à Tottenham, ça peut te renverser des rencontres. Ils peuvent te renverser des rencontres à eux tout seuls. Kane peut carrément le faire, Son peut carrément le faire. Ndombele, qui a été un des leviers les moins actionnés de la saison dernière, peut le faire aussi, on l'a vu sur le premier but. Si tu retrouves un Ndombele de top niveau, ça peut totalement transformer ta saison et transformer un entrejeu un peu terne à lui tout seul. Donc voilà, grosse qualité de ce point de vue-là, et on peut même ajouter la recrue Bale. Justement, deuxième point, c'est que le recrutement a été pour moi plutôt bien négocié. Au-delà de Bale, l'arrivée de Reguilon, de Matt Doherty viennent compenser et viennent renforcer des zones qui sont faibles depuis quelques saisons du côté de Tottenham. Avoir un latéral gauche et un bon latéral droit, c'est juste fondamental, et ça a été bien fait. Enfin, je dirais que t'as pas besoin d'être si fort que ça si tes adversaires le sont pas non plus. Et quand on regarde les prétendants au top 4 actuellement, ni Chelsea, ni Manchester United, ni Arsenal m'ont vraiment impressionné sur ce début de saison. Attention aux Wolves qui peuvent véritablement se mêler à la course. Mais voilà, si les adversaires sont pas de top niveau non plus, Tottenham aura toujours une carte à jouer mécaniquement. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc, ma perspective reste toujours pessimiste, notamment parce que, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, je ne crois pas vraiment en Mourinho, je crois que son discours est inadapté au foot moderne. Je crains véritablement qu'il y ait une fracture dans le vestiaire cette saison, que ça casse entre lui et plusieurs joueurs, comme ça a déjà commencé à être le cas, et comme c'est historiquement le cas. Au bout d'un moment, je pense que son discours et son management un peu théorie X, donc à l'ancienne, va véritablement peser sur un effectif. Je crois qu'il fait perdre un petit peu trop confiance en ses joueurs qui n'ont pas besoin de ça en plus. Maintenant, si je devais faire un petit prono osé, je pense que la saison peut tourner aussi sur son remplacement, et je serais pas surpris même de voir Pochettino revenir. Ça, je sais que c'est un petit peu... ça se produira sans doute pas, mais s'il devait partir en cours de saison et s'il devait être remplacé, un Pochettino qui est toujours sans club, qui est toujours fortement apprécié par Daniel Levy, par le groupe dans son ensemble, voilà, c'est quelque chose qui pourrait se produire. En tout cas, ça nous offrirait un rebondissement assez extraordinaire, et là, ça nuancerait encore davantage le pronostic un peu pessimiste que j'ai à propos de Tottenham. Donc voilà en gros pour Tottenham. On termine la vidéo maintenant avec la séquence prono avec mon partenaire BetClick. J'ai choisi deux rencontres, mais d'abord il faut dire qu'on a passé un 2/2 ce week-end, la victoire de Liverpool et la victoire de Lens contre Bordeaux du coup. 2/2, on est à 4/6 depuis le début de saison, donc on espère poursuivre sur cette lancée, on espère continuer à passer des paris, et là j'en ai choisi deux. Le premier, tout simplement, c'est la victoire du Bayern contre Séville ce jeudi, donc demain 21h, Super Coupe d'Europe. Le Bayern qui a roulé sur Schalke 8-0, qui démarre la saison encore très énervé dans la continuité de la saison dernière. Séville, c'est un bel adversaire, mais je vois le Bayern au-dessus. 1,34, c'est pas très haut, mais je vois pas d'autres résultats, donc je vais pas parier sur autre chose. Et mon deuxième match, c'est Lille-Nantes, où là je vois une victoire de Lille à 1,73. C'est le match du vendredi que je regarderai bien sûr. Et tout simplement, j'ai vu un Lille contre Marseille qui était supérieur à l'OM, qui a été malheureusement inefficace et qui aurait même dû se créer davantage de situations, surtout en première période. En deuxième, c'était plus entreprenant, c'est plus tranchant, notamment avec Luis Araujo que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ce Lille me semble être en capacité de prendre les points à domicile contre Nantes à 1,73. C'est plutôt bien coté aussi. Et si je devais tenter un petit pari, alors c'est pas un pari officiel, on le mettra pas dans la grille officielle, mais si je devais tenter un petit pari en plus, pourquoi pas le premier but de la saison de Jonathan David que j'ai trouvé meilleur contre Marseille. Voilà, petit à petit, ça va de mieux en mieux. J'ai vu tous les matchs de Lille pour l'instant et ça a vraiment démarré pas fort du tout, mais là ça va un petit peu mieux. En tout cas, son premier but, ce serait 2,67, Jonathan David buteur, donc pourquoi pas. Si vous voulez tenter tout ça, n'hésitez pas à le faire sur BetClick. Si vous le faites avec mon code promo Willou en plus, je vous en serais très reconnaissant. Je touche, comme vous le savez, une petite commission par inscrit, et en ce moment ça m'aide beaucoup. Donc code promo Willou, je vous mettrai le lien en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre non plus un petit pouce bleu, ça m'aide. C'est une autre très bonne manière de m'aider. Si vous voulez pas rater la suite du programme
bien sûr, énormément de vidéos qui arrivent toujours. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément. Et puis enfin, si mon maillot vous plaît, ce maillot rétro de Tottenham que je trouve magnifique, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description également. Alors, de mon côté, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente journée, très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, surtout, on se dit à très vite, bisous.